Voici nos allées, voici nos allées, qui est parfaitement inédite en France, hein, cette immigration-là, comme je le montre dans le livre, n'a pas du tout existé en France. Bonsoir tout le monde, bienvenue donc dans mon espace, bienvenue dans mon compte Facebook qui consiste à l'éveil des Africains, à l'éveil des citoyens du monde, amis de la liberté, de la fraternité, amis de l'égalité. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui vont suivre cette vidéo. Surtout, merci à tous ceux qui vont partager. Et je tiens à vous féliciter tous qui partagez les vidéos. Nous avons tous remarqué que le nombre est croissant de partages. Voilà, ça franchement, je dois vous le dire lorsque vous faites des choses bien. Et comme j'avais dit, toute vidéo qui part de l'éveil de l'Afrique, d'un message d'éveil, peu importe qu'il ait été pertinent ou pas, mais dès que la personne a parlé qu'on doit s'éveiller, qu'on doit dormir, qu'on ne doit pas dormir, il faut partager la vidéo. Voilà. Ces vidéos, les réseaux sociaux sont devenus nos petites télés. Aujourd'hui, vous voyez les médias. Désormais, tout le monde n'est pas fixé à ce que nous disent les médias. Grâce à ces vidéos que nous partageons, les avis divergents, contraires que nous partageons, nous avons plusieurs opinions. À l'exemple, moi je dis toujours, lorsque on a attaqué le président Gbagbo en 2011, je le dis, à l'époque, je ne connaissais pas tellement les intérêts, les conflits ou les méandres, s'il faut le dire, les chemins de la politique. J'ai cru aux médias mensonges, aux médias mensonges de l'Occident, que j'avais condamné moi aussi Gbagbo, le président Gbagbo, je l'ai condamné. J'avais dit oui, on n'a plus besoin de dictateur, il doit partir, comme Kadhafi doit partir. Mais aujourd'hui, on comprend ce qu'avait dit, j'ai compris, pardon, ce qu'avait dit Malcolm X. Les médias ont très très grand pouvoir. Ils peuvent culpabiliser la victime et victimiser les coupables. Ah oui, ça c'était bien dit. Voilà, grâce aux médias, et moi j'ai subi cette expérience amère des médias. Donc aujourd'hui, pour moi personnellement, Gbagbo est le moindre mal par rapport au grand mal que nous avons de Ouattara qu'on a imposé au peuple ivoirien. Voilà. Voilà, parce que eux, pour faire court, ils préfèrent des dictateurs qui sont à genoux à leur cause, voilà, que ce soit des dictateurs qui sont pour le bien de l'Afrique. Et nous, désormais, nous devons privilégier aussi ceux qui sont pour nos intérêts. Voilà, donc je vous disais donc bienvenue donc sur ma page. Veuillez partager la vidéo. Je suis Ngoumad Mangoubi Donald. Aujourd'hui, on va un peu parler en général d'un sujet mondial, si je peux le dire, qui touche tous les afro-descendants, tous ces fils, frères qui sont nés ici et qui ne connaissent même pas l'Afrique, qui n'ont pas vraiment une idée de l'Afrique. Voilà. Le temps d'ajouter les amis sur ma vidéo, je vous laisse écouter quand même quelque chose, voilà. Et la structure de la population française s'est trouvée considérablement modifiée, puisque aujourd'hui, à peu près 18% des individus qui vivent en France sont issus de cette immigration extra-européenne. Donc quasiment un individu sur 5. On parle d'une moyenne parce que si on prend la pyramide des âges, on constate que les individus âgés sont très majoritairement des autochtones, des Français de souche. Attention, parce que cette expression peut vous valoir un certain nombre d'ennuis, mais il faut bien trouver un nom pour désigner les individus. Donc on dit les Français natifs, les autochtones, les Français de souche, etc. On comprend très bien ce qu'on veut dire. Ces individus-là donc, sont très majoritairement représentés dans les classes d'âge les plus avancées.
Pour ceux qui voudront suivre cette vidéo, c'est sur YouTube, parce que moi je fais toujours des recherches sur l'immigration pour en savoir plus, parce que j'interviens là où il y a des foules. Il faut avoir une connaissance pour pouvoir répondre aux questions et pour pouvoir aborder des thèmes. Donc c'est conférence de Laurent Oberton à Orange. Voilà, là vous pourrez suivre l'intégralité. Même moi-même, j'ai pas terminé la vidéo. Ça m'intéresse déjà parce que il parle de l'immigration, du côté positif et négatif. Donc je vous conseille quand même de le suivre. Moi, ça m'intéresse parce que lorsque j'interviens dans les métros, c'est sur ces sujets-là que j'interviens. Je vous laisse donc écouter le temps que j'invite des amis et que je commence à donner un peu mon inspiration du jour que j'ai, hein, ce que j'ai à cœur, ce à quoi j'ai réfléchi toute la journée, de le partager avec vous. Plus vous descendez dans les âges, moins ces individus-là sont nombreux. Et quand vous arrivez jusqu'au nouveau-né, vous constatez, comme je l'ai fait, que à peu près 40% des nouveau-nés sont issus de cette diversité visible, de cette immigration extra-européenne. Ce qui veut dire que dans quelques années, puisque ce nombre, cette part ne cesse d'augmenter, les naissances qui concernent les Français autochtones ou natifs seront minoritaires. Et par voie de conséquence, d'ici quelques décennies, la population française autochtone sera elle aussi minoritaire. Donc ça, c'est pas Renaud Camus qui le dit, c'est l'ONU. Voilà. Ce sont des projections Ils ont peur, hein. qui sont effectuées par des individus au-delà de tout soupçon et qui montrent qu'en Europe, de manière générale, aux États-Unis, en France, il y a une dénatalité très préoccupante des autochtones qui est compensée, remplacée, c'est un terme encore une fois qui peut vous valoir des ennuis très sérieux, par une immigration massive extra-européenne et dont la natalité est très forte. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les populations autochtones qui sont vieillissantes, dont le nombre de femmes en âge de procréer diminue dramatiquement, qui ont à peu près 1,2 à 1,4 enfants par femme. Il en faut 2 pour renouveler les générations. Et vous avez une population extra-européenne extrêmement jeune, extrêmement féconde, qui est renouvelée constamment par l'immigration et qui petit à petit, voilà, les noirs, Tozo Bota, les bélés, on fait peur à cette population autochtone. Alors il faut savoir que ça fait partie des volontés de l'ONU par exemple, puisque ça fait depuis à peu près 20 ans que l'ONU préconise, prône cette migration dite de remplacement. Le terme est très clair, ça veut dire comme les autochtones enfants, c'est-à-dire ne renouvellent pas le stock de consommateurs disponibles, eh bien il faut les faire venir. Et peu importe leur niveau de qualification, leurs différences culturelles, ils vont nous enrichir et ils vont remplacer cette espèce de vide qui est laissé par les populations autochtones. Et donc on constate, je le montre dans le livre, que la population européenne qui jusque-là était majoritaire deviendra d'ici le milieu de ce siècle à peu près minoritaire sur son continent et à peu près autour de l'an 2100, il restera à peu près 170 millions d'Européens autochtones contre un peu plus de 600 millions aujourd'hui, parce que ça va très vite, évidemment, une telle dénatalité, ça se traduit dans les chiffres très rapidement. Vous mettez ça en parallèle avec l'explosion démographique, notamment subsaharienne. Il faut savoir que l'Afrique subsaharienne, dans la fin de ce siècle, en 2100, comptera 4 milliards d'habitants contre à peu près 1,3 aujourd'hui. Donc ce sera cette immigration, mécaniquement, en fait, l'Afrique subsaharienne, ces pays-là, ne peuvent pas suivre leur croissance démographique. C'est-à-dire qu'au niveau des infrastructures, au niveau de l'alimentation, au niveau du développement, c'est totalement impossible. Tous les experts sont d'accord. Rien déjà ne peut endiguer cette démographie, y compris des pandémies, y compris des guerres, y compris des crises majeures. Rien ne peut endiguer une telle démographie et rien ne peut la suivre. C'est-à-dire qu'aucun développement ne peut parvenir à nourrir et à accompagner une telle explosion démographique. Donc, mécaniquement, une très grande part de ces individus vont migrer vers des pays plus riches, plus développés, plus accueillants, au premier rang desquels la France, puisque la France a passé un certain nombre d'accords migratoires avec ses anciennes colonies, et donc fait partie des pays, des destinations privilégiées. Et d'après le chercheur Stephen Smith,
qui est un africaniste réputé, d'ici 30 à 40 ans, on a 50 millions de migrants subsahariens potentiels 50 millions. qui pourraient s'installer en France. Donc en gros, nous sommes face à une question morale. Je ne sais pas si vous avez lu Le Camp des singes de Jean Raspail, qui a été publié, je crois, en 1971 ou dans ces eaux-là. La question morale est la suivante. Une immigration très importante va arriver, soit nous l'acceptons, nous considérons qu'elle est une richesse et une chance, et nous faisons de notre mieux pour l'accueillir, donc accueillir 50 millions d'individus, soit nous pensons que cette immigration est dommageable et que nous n'avons pas à l'accueillir, donc nous prenons des mesures concrètes pour ne pas l'accueillir. En général, on va vous expliquer que de toute façon, ce n'est pas possible de l'empêcher, puisqu'elle est inéluctable. C'est l'argument favori de cette caste médiatique que j'ai appelée Big Brother, en référence à Orwell de 1984. Sauf qu'on constate que le Japon, par exemple, l'Australie ou la Hongrie ont pris des mesures qui se sont traduites par des résultats très nets. Le Japon a une dénatalité très, très inquiétante. Les femmes japonaises font 1,2 enfants, comme je l'ai dit, donc cette population va mécaniquement baisser, va être très âgée rapidement, et elle va donc être dans une situation difficile, puisqu'il faudra entretenir un très grand nombre de personnes âgées. Mais le Japon refuse radicalement la solution de l'immigration. Et l'avenir nous dira si le Japon a eu raison et va pouvoir gérer le vieillissement de sa population, ou si cette immigration qui lui tend les bras aurait dû être acceptée. En attendant, elle n'a pas lieu. Le Japon accepte 11 demandes d'asile par an à peu près. Vous imaginez la sévérité de ce gouvernement. En France, on a 100 000 demandes d'asile par an, on en accepte à peu près, on va dire 30 000 ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, les 70 000 individus qui sont déboutés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré cette tentative de fraude d'un droit qui est sacré, une tentative de fraude avérée du droit d'asile ne se traduit pas du tout par une expulsion. Soit 10 000 individus sont effectivement reconduits à la frontière, mais à peu près, tous les autres, tous ceux qui restent, disparaissent de la circulation. On ne sait pas du tout ce qu'ils deviennent. C'est aussi le cas d'ailleurs, comme je le montre dans le livre, pour quantité d'étudiants qui viennent faire les études en France et qui disparaissent dans la nature. Et on ne sait pas où ils vont ni ce qu'ils deviennent. La migration clandestine, c'est très largement celle-là. C'est pas celle de l'Aquarius qui amène le 40. Bon, donc je tenais à rappeler cette conférence de Laurent Oberton à Orange, voilà. Je tenais à rappeler déjà, c'est ça pour ceux qui voudront suivre cette vidéo-là sur YouTube. Alors, pourquoi j'ai eu à mettre ça? Parce que ça a un lien quand même avec ceux dont je vais parler. Mais même moi-même, j'ai pas terminé ce documentaire-là. Je vais continuer à suivre ça pour écouter un peu. Mais c'est quand même pertinent ce qu'il est en train de dire là. Nous le savons. Ils reçoivent 100 000 demandes chaque année des demandeurs d'asile. Et finalement, c'est juste que 30% comprend. Quelles que soient vos raisons, comment l'autre là, ils ont un quota. Hein, pour vous, les ngundistes, et tout l'autre là, c'est ça. Il y a un quota qu'ils prennent et il dit que chaque année, au moins 10 000 personnes sont reconduites à la frontière, mais le reste des gens, ils disparaissent dans la nature, on ne sait pas. Donc, c'est pour dire que on va continuer à remplir la France, on va continuer à remplir l'Europe. Et le monsieur, en fait, si nous suivons bien, il a peur, il s'inquiète de l'envahissement ou que nous submergeons la société française et que le français de souche, le français autochtone disparaisse. C'est ça que nous voyons comme inquiétude chez le monsieur. Alors, moi, c'est pourquoi, lorsque nous faisons les métros, lorsque nous faisons l'éveil de conscience, c'est pour faire comprendre aux autorités françaises,
Personnellement, on n'est pas contre vous pour dire qu'on n'est pas contre le français, pour que le français soit écrasé, ou pour qu'on détruise la France, ou qu'on prenne la France. Moi, mon approche, il est très simple, et ça je le dis pour tout le monde. C'est pas pour dominer les Français, pour chercher à prendre la France ou à écraser la France, non. C'est pour dire que nous pouvons choisir une autre politique qui va faire que nous les Africains, on reste chez nous. Parce que nous sommes persuadés et nous sommes convaincus, c'est à cause de cette politique qu'on appelle la France-Afrique qui organise l'immigration. L'immigration est créée. Hein, pour nous, l'immigration, c'est créé. Parce que la preuve pour nous, les arguments que nous avons, dans les années 1980, il n'y avait pas de visa entre la France et le Congo-Brazzaville, par exemple. Hein, salut à toi, Fifi. Voilà. Donc, entre la France et le Congo-Brazzaville dans les années 80, mais on ne voyait pas que les gens venaient comme ça en pagaille. Pourquoi? Parce que, je me rappelle, parce que moi je suis un enfant des années 80, on mangeait 3 fois dans la journée, on était bien chez nous. Pourquoi on allait venir? On venait en vacances, on repartait, on venait voir la Tour Eiffel et on repartait. Et au fur et à mesure que les difficultés ont commencé, les gens qui étaient venus en stage, pour les études, en formation, ils ont voulu rester, ils n'ont plus voulu rentrer. Salut à toi, Jess. Voilà. Ils n'ont pas voulu rentrer. C'est pourquoi nous voyons ces phénomènes-là. Rappelons-nous, dans les années 1980, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Gabon, les gens ne prenaient pas de tête. Il n'y avait pas cet engouement, cette façon désespérée de chercher à immigrer l'Europe. C'est à cause de ces politiciens qu'on nous a imposés, les dictateurs. Aujourd'hui, nous en arrivons là, à cause de la misère et du pillage de l'Afrique, que nous en arrivons là. Voilà, donc cette vidéo, je le dis déjà dorénavant, déjà, que c'est une vidéo panafricaine, voilà, pour éveiller les consciences. Donc, cette immigration a été créée. Et je tiens à rappeler toujours une pensée pour le général Mokoko, le général du peuple congolais de Brazzaville, le président élu du Congo, choisi par les Congolais, il est là, et qui est en prison. Et j'invite à tous les panafricains de pouvoir chercher à vous documenter sur Google. Lorsqu'on dit là, il est important qu'on soit intelligents tous. Il est important qu'on soit cultivés tous. Lorsque je dis comme ça, il s'appelle le général Jean-Marie Michel Mokoko du Congo-Brazzaville, emprisonné à cause de la France tout court. Voilà. Alors, emprisonné au Congo parce que il est le gagnant des élections, parce qu'il a humilié une personne et il est le prisonnier personnel au Congo-Brazzaville. J'ai toujours une pensée pour lui et je dédie cette vidéo-là en son honneur. Voilà, le général Mokoko, au nom de qui je parlerai désormais, parce qu'il fait partie aujourd'hui de mon combat. Le général Mokoko, une pensée pour lui et que j'invite à tous les Congolais d'avoir cette pensée pour lui et de pouvoir partager la vidéo-là pour lui parce que déjà on a parlé de son nom. Et j'invite les Africains à partager cette vidéo et de chercher à savoir qui c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est prêt à mourir pour ses convictions et pour un Congo libre. Voilà. Alors, comme je disais, ça c'est créé, sciemment créé. Ça, c'est créé. Parce que moi je suis un enfant des années 80, on n'a pas connu ça nous. On n'a pas connu ces choses. Et celui qui a créé cette chose-là, ça commence là, ce système-là, par Charles de Gaulle, qui arrive en Afrique et qui installe un système machiavélique, morbide, hein, qu'on appelle la France-Afrique, perfide. Voilà. Et ça continue avec les autres présidents qui ont été en France. Là, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, qui n'ont Bokassa, voilà. Jacques Chirac, qui donne les armes à Sassou Nguesso pour se maintenir au pouvoir. Les Africains, on doit comprendre, nous devons comprendre ce qui se passe dans notre continent. Beaucoup me reprochent aujourd'hui pourquoi j'ai choisi le combat panafricain et que je parle plus assez du Congo. Parce que je reste persuadé, au Congo seul, elle ne pourra pas tenir devant la France, elle ne se libérera jamais de la France. Il faut que ce pays-là, tous les Africains, que nous comprenions notre hécatombe, nous comprenons notre sort commun, notre dénominateur commun qui organise le mal dans nos pays et qui organise
cette dictature. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler parce que j'ai suivi les actualités et j'ai discuté avec un monsieur lorsque j'étais au travail dans le bus qui m'accompagnait. J'ai discuté avec lui. Je lui parlais. Mais lorsque vous parlez aujourd'hui, lorsque vous allez regarder dans les prisons françaises, on va regarder, il y a plus de Noirs, il y a plus des Arabes là-dedans. Il dit, ouais, mais parce que vous êtes violents, vous ramenez la violence chez nous, vous ramenez, c'est eux et tout l'autre là. Non. Moi, je lui ai dit, lorsque on rate l'éducation des jeunes dans une société, c'est la responsabilité de la société. Hein? Ramos Ibra Baldé. Mais la Guinée de Alpha Condé, c'est une dictature aussi, cher Ramos Ibra. C'est le même principe, ils cherchent à se maintenir, à modifier la Constitution. C'est le même principe. Et c'est pourquoi nous disons, nous devons nous asseoir, nous organiser. Nous fuyons devant la dictature simplement parce que nous ne sommes pas organisés, chers amis. Une fois que nous serons organisés, eux, ils vont fuir. C'est pourquoi je parle tout le temps, ne nous focalisons pas sur l'Internet et le virtuel. Les Africains ils aiment bien mettre les commentaires. Et vous pensez, ils vous encouragent, ils sont avec vous. Mais lorsque vous êtes devant, en fait, un problème, parfois vous vous retrouvez seul. C'est dommage, vraiment. Parce que la peur, elle est très, très, très présente. Or, aujourd'hui, nous payons le prix de la peur. Nous payons plus cher le prix de la peur que celui que nous aurons eu à payer du courage. Nous payons plus le prix du désastre par rapport à la peur que nous avons que le prix que nous aurons eu à payer si on était courageux. Hein? Alors, donc, chers amis, je discutais avec quelqu'un dans le bus là où j'étais. Il me disait oui, parce que on voit bien que la violence, à peu près, donc si vous continuez la vidéo de ce monsieur-là, la violence nous vient plus de la communauté africaine ou des Arabes et tout l'autre là. Moi, je lui ai expliqué non. Lorsque la société ghettoise des peuples, hein, parce que De Gaulle avait dit, lorsque lui il a commencé avec son programme de la France-Afrique, il a dit, ouais, nous pouvons recevoir, dans son projet à lui, à De Gaulle, il était question qu'on reçoive juste 10%. 10% des Africains en France. Mais finalement, avec le système que eux-mêmes ils ont installé de la France-Afrique, aujourd'hui, de nous imposer des dictateurs, la France, dans sa politique officielle, soutient les dictateurs que les démocrates. Donc, et aujourd'hui, cette politique a engendré l'immigration massive. Alors, donc ce que je disais, et lorsque les gens viennent ici, finalement, on ghettoise les gens. Lorsque je parle des ghettos, excusez-moi. Bonsoir la Brandy Girl. Alors, donc, lorsqu'on ghettoise les gens, vous ghettoisez les gens, ça crée une frustration. C'est pourquoi, lorsque on écarte les gens, que vous n'êtes pas des Français, donc, vous êtes des Français de papier, lorsqu'on parle souvent, lorsque, par exemple, je prends un exemple dans le football, souvent lorsque des joueurs, ça c'est ma remarque à moi, je ne dis pas que peut-être que c'est la vérité et l'autre là, mais c'est ce que nous constatons. Lorsque des joueurs d'origine africaine font des erreurs, souvent, le joueur français d'origine, on dit le nom. Ça laisse une frustration dans la population. Ça laisse une frustration dans la communauté française ou les Français du monde que nous sommes, qu'ils se reconnaissent pas très français, alors ils sont pas tellement patriotes ou nationalistes, si je peux le dire. Ça, c'est mes analyses à moi, j'insiste à le dire. Et c'est ce qui crée que ces gens-là rentrent dans un repli identitaire, se disent que je suis congolais, je suis camerounais, je suis togolais, je suis gabonais. Ils se reconnaissent plus comme français, vraiment. Ces gens-là ne se reconnaissent plus comme français. Et aujourd'hui, c'est pourquoi lorsque ces gens-là ne se reconnaissent pas comme français, et c'est maintenant difficile pour eux de s'intégrer dans cette société. Et c'est pourquoi nous voyons parfois cette frustration créer une agressivité et la colère. Aujourd'hui, nous avons suivi au journal ce jeune-là qui a pointé son arme
à son professeur, donc encore un afro-descendant ou un originaire d'Afrique. Voilà. Donc, je voulais dire par là, aujourd'hui, ces jeunes-là subissent ça. Ils subissent cette société-là où ils se sentent des citoyens de ces grandes zones, où ils savent qu'à diplôme égal avec un Français de souche, c'est pas des lois écrites quelque part. Ils savent que lorsqu'ils vont chercher un boulot, l'autre a plus de chances d'être pris. C'est pourquoi je demande même aussi dans mes vidéos aux Africains, ne venez pas directement chercher des boulots à soulever des cartons. Ne venez pas chercher des boulots directement faciles qui ne vous poussent pas à réfléchir. Tu fais 1 année, 2 années, 3 années, 4 années à la limite dans la préparation de comment je suis autre chose. Cherche à faire une formation et cherchons à évoluer. Cherchons à être des médecins légistes. Cherchons à être des électriciens, des électroniciens, des informaticiens. Parce que nous avons aussi un continent à bâtir dans l'avenir. Voilà, donc cette vidéo, donc je l'ai intitulée que nous voulons un monde de justice, de paix et non des dominés et des dominateurs. C'est aussi simplement pour dire aujourd'hui, lorsque les gens se sentent déjà exclus, ils vont s'exclure d'eux-mêmes. Ils vont chercher à s'exclure d'eux-mêmes aussi. Voilà, lorsque nous ne sommes pas dans une société où on considère les gens, c'est normal que les gens se sentent étrangers et restent dans leur communauté et se replient dans une... qui fassent un repli identitaire. Chers amis. Voilà déjà donc ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui sont ici, qui sont là, qu'on accuse de bandits et tout l'autre là, on va vous remplir des casiers judiciaires. On va vous remplir des casiers judiciaires. Il a fait ceci. Et à la fin, il y a certains boulots que vous pouvez plus faire. Même le boulot, par exemple, que moi je fais, ça demande même un casier judiciaire, chauffeur de bus. Ça demande même un casier judiciaire. Lorsqu'on va remplir ces jeunes-là qui sont en France, dans les cités, de casier judiciaire sur casier judiciaire, à la fin même être chauffeur de bus, ils ne le font pas. Et alors, ils sont regressés à faire quoi comme boulot? À soulever des cartons. Et c'est pourquoi on va remarquer dans cette société, plus des Africains soulèvent des cartons, plus des originaires africains sont dans la préparation de commandes, mais ça engendre la frustration, tout ça. Alors que pour être maire, pour être un élu de la République, aller dans l'Assemblée nationale, on ne demande pas par exemple des casiers judiciaires. Vous imaginez ce qui ne va pas par exemple dans la société française. Voilà, ces jeunes-là, on a l'impression qu'on fait sciemment de leur remplir des casiers judiciaires. À la fin, ils ne pourront plus avoir un boulot. À la fin, ils vont aller soulever les cartons. Mais tous ces jeunes savent que soulever les cartons, c'est difficile, faire la préparation de commandes. Ils vont se mettre à vendre la drogue. Ils vont se mettre à être en bas des cités, à vendre la drogue, à faire tout l'autre là. Et on va dire encore, c'est les Noirs qui vendent la drogue, c'est les immigrés qui vendent la drogue, c'est les immigrés l'autre là. Mais moi, je pense que la société a un rôle à jouer. La société, c'est l'éducation des jeunes, des enfants, de cette société-là. On voit qu'il y a plus de Noirs dans la prison, mais demandons-nous des questions, qu'est-ce qui va pas? Ne pensons pas juste que c'est leur origine parce qu'ils sont agressifs. Non, moi ce que je sais personnellement, s'il y a un peuple qui n'est pas agressif, qui aime la fête, danser et passer son temps à profiter de la vie dans la joie, profiter de son temps, c'est bien le peuple noir. C'est bien le peuple noir qui aime bien l'autre là. Mais aujourd'hui, on voit que il y a plus de la communauté noire qui sont dans les prisons et plus des Arabes qui sont dans les prisons. Il faut quand même un moment qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que la société n'a pas fait pour que cela arrive? Voilà. Voilà des questions que nous pouvons nous poser par rapport à ça. Et vous allez remarquer, beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on va remplir ces enfants-là de dossiers et de tout l'autre là. Certains boulots, ils n'arriveront même pas à pouvoir les faire. Donc, j'avais eu cette discussion-là et je raisonnais cette personne-là. Je disais, si ces enfants-là sont comme ça, aujourd'hui, on a vu quelqu'un pointer une arme, c'est de la faute de la société. Il faut que la société se pose des questions. Qu'est-ce que nous n'avons pas eu à faire pour pouvoir orienter ces enfants-là et tout l'autre là? Regardez, par exemple, ce que je sais personnellement, c'est mon avis. La société occidentale est faite comme logique de domination sur les peuples. Lorsque vous voyez, comment la société occidentale s'est enrichie? Mais c'est grâce au pillage des pays. Commençons par l'Amérique du Sud. Ils ont pillé l'or des Incas. Lorsqu'ils sont arrivés en Amérique du Sud,
Les autochtones, donc les indigènes qui étaient là, hein, les Indios qui étaient là, ils tenaient même la pointe des épées avec leurs doigts et ils se blessaient, ne sachant même pas ce que c'était. Et ces gens-là n'avaient rien demandé, on a commencé à les construire en esclavage, les faire travailler de force dans les mines. C'est ça la réalité et la vérité. Bonjour à toi, arme homme. Bonjour à toi, Garel. Hein? On a commencé à les mettre dans la société, dans les mines, le travail. Qui ont ramené ça? C'est l'Occident. Donc, d'où le Portugal, l'Espagne, les conquistadors, bien sûr, la société occidentale. Lorsqu'ils trouvent un peuple pacifique, non violent, ils viennent l'imposer la domination. La preuve, ils ont obligé à Haïti de rembourser l'argent des dommages pour les mois d'esclavage. Et pourtant, eux, ils ont été des maîtres d'esclaves. Ils les ont demandé de rembourser en argent. Donc, en fait, pour moi, c'est une société qui est là pour l'exploitation des gens. La domination des peuples. La France-Afrique. Mais ce n'est qu'une autre facette de l'esclavage. Comme on a trouvé que l'esclavage c'était pas bon, les Noirs qu'on ramenait ici, à un moment il y avait des moments de révolte, les Noirs qu'on ramenait ici, finalement ils brûlaient les plantations, une fois qu'ils étaient mécontents, on tuait certains Noirs, c'était la guerre, ils ont revu, non, le système n'allait pas. C'est pourquoi j'appelle à tous les amis, nous pouvons faire changer aussi ce système-là qu'ils ont mis, hein, de la colonisation. Ce système-là qu'ils ont mis de la colonisation, nous pouvons le changer. Attendez, excusez-moi. Je vais essayer de vérifier quelque chose. Excusez-moi. Donc voilà, chers amis, donc c'est pourquoi je disais, voilà, donc, je voulais dire par là, aujourd'hui, c'est ce système de domination des peuples, hein, de pouvoir profiter des peuples qui engendre ces problèmes-là. On s'étonne aujourd'hui, comme nous avons entendu le monsieur, qui parle de l'immigration. Mais l'immigration, c'est un phénomène créé. Comme a dit Nelson Mandela, la pauvreté n'est pas un accident de la vie, comme l'apartheid, comme l'esclavage, ce sont des créations des hommes. Ils ont créé ces systèmes-là. Ils les ont créés. Comme aujourd'hui, ça commence à les embêter, les monstres qui créent eux-mêmes l'immigration. Et je dis bien que cela ne s'arrêtera pas. Regardez par exemple pour la Libye. La Libye, on nous avait promis une démocratie en Libye. La Libye, c'était le pays africain où il y avait le RSA. Hein? Où on demandait aux enfants d'aller à l'école. Où c'était les étrangers qui travaillaient pour la Libye. Ils étaient bien. On n'entendait pas des immigrés libyens. Mais aujourd'hui, la Libye désert. Et Sarkozy qui a fait ça, il est libre. Bon, pourquoi la CPI est faite que pour les hommes noirs? Mais on sait qu'aujourd'hui, nous savons que Sarkozy avait des bonnes raisons pour tuer Kadhafi, qui lui avait donné 50 millions de dollars pour sa campagne. Hein? Mais il est là, il est laissé comme ça à l'abandon. Mais les Laurent Gbagbo sont en prison. Ils ont promis à l'Irak la démocratie. Mais l'Irak aujourd'hui c'est un désert. Donc chers amis, c'est pourquoi je voudrais dire. Aujourd'hui, nous voulons un monde juste. Un monde d'égalité. Moi à la base, hein, franchement, j'aurais pas voulu être d'abord politicien. J'avais voulu dans ma vie être peut-être un businessman. Mais avec cet esprit humanitaire que j'ai, je me suis dit, il y a trop de problèmes dans le monde. Et l'argent
moi, je pensais à la limite mettre ma famille à l'aise, lorsque je parle à la famille africaine en général, hein, tout le monde à l'aise, me battre pour les aider. Mais finalement, j'ai compris, il y a trop de problèmes dans le monde et jamais je serai heureux tant que mes frères ne sont pas heureux, tant que le monde n'a pas de paix. On se demande de la pauvreté de l'Afrique. On se demande des solutions qu'on cherche pour l'Afrique. Mais la première cause de la pauvreté de l'Afrique, c'est bien le franc CFA, chers amis. Hein? Pour des papiers qu'on nous fabrique à Chamalières, là, on veut contrôler les 50% des transactions que les pays africains font. C'est eux qui contrôlent ça. Et on se demande d'où vient la pauvreté de l'Afrique. C'est pourquoi, chers amis, je ne vais pas rester longtemps. À chaque fois que j'aurai une inspiration, je m'exprimerai. Partagez la vidéo pour éveiller les consciences. Et prenons ça au sérieux. On n'a pas besoin des gens qui viennent faire des commentaires, ils ne sont pas engagés. D'ailleurs, on a eu l'idée de trier un peu des gens qui sont très très sérieux dans ce combat et voir, discuter avec eux, à vive voix, ce que nous pouvons faire. Parce que ceux qui sont dans le virtuel, qui ne font que des commentaires, il faut pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà. Et garder ceux qui sont justes dans cette lutte-là. Et qui sont prêts à s'investir pour cette lutte-là, chers amis. Voilà donc le message que je voulais déjà faire passer pour dire aujourd'hui, si on rate l'éducation des jeunes dans une société, c'est de la responsabilité de cette société-là. Ces jeunes-là, aujourd'hui, qui font qu'on voit braquer des armes sur des gens, qui sont dans les prisons sont plus remplies des Noirs ou des Arabes, c'est le manque que n'a pas pu compenser notre société. Moi, en tout cas, c'est là que je m'en tiens. Voilà. Et c'est surtout le sentiment de se sentir écarté et de ne pas se sentir enfant de la patrie, de cette patrie qu'on appelle la France. Voilà. Et surtout aussi, il y a un dégoût de ces enfants-là qui sont leurs frères, donc leurs parents, parce qu'ils sont liés à l'Afrique par leurs parents dans un lien consanguin. Ils sont liés à l'Afrique, que vous vouliez ou pas, c'est comme ça. Et lorsqu'ils savent désormais que la France a une politique malsaine envers l'Afrique, il y a une frustration. Il y a une frustration qui se manifeste par ce que nous voyons là. Il y a une détestation de l'identité de certains, des gens. Beaucoup vont me reprocher, vont peut-être dire que comme dans ce pays-là, la liberté d'expression commence à faire défaut, il faut savoir ce qu'il faut dire. Mais la vérité est que lorsque vous maltraitez les parents de ces gens-là dans leur pays d'origine, il y a une frustration qui naît, un dégoût et une haine du français. C'est ça la vérité. Que vous l'acceptez ou pas, que vous en voulez ou pas, que vous débarquez un matin chez moi, sur ma porte pour me dire, je ne dis que la vérité, je n'incite pas les gens à ça, mais je vous dis que c'est ça la triste vérité. Lorsque des gens qui sont obligés, parce qu'il est en France, il est né ici, tu dois envoyer de l'argent à ta tante parce qu'il n'a pas d'argent. Lorsqu'il va chercher, mais pourquoi ils n'ont pas toujours l'argent, maman? Pourquoi ils ont toujours faim, maman? On les explique à la fin. Que c'est une politique, on nous impose des dictateurs. Ça remonte. Aujourd'hui, tout le monde, grâce aux réseaux sociaux, ils savent. Et il y a une frustration qui naît du français. Il y a une frustration pour tous les enfants qui sont nés ici, qui sont de nationalité française, qui ont des papiers, qui ne connaissent même pas l'Afrique, mais qui ont une frustration, une colère envers cette politique-là. Et ceux-là qui n'orientent pas bien cette colère par exemple, rien que envers les élus, ceux qui mènent la politique française, parce qu'il y a des abrutis, il faut le dire, excusez-moi, ou peut-être des ignorants, on va le dire, des naïfs, qui vont orienter cette colère généralisée vers le français. Voilà. Donc, chers amis, ma vidéo, ce que je voulais dire, je voulais interpeller toujours, donner de la matière à réfléchir pour dire, il est temps de chercher une société d'égalité. Il est temps de chercher l'égalité partout.
Hein? Voilà. Donc, ce que dit Nadège, là, une sainte colère. Il y a des gens qui sont nés ici, grandis ici, fait leurs études ici, qui doivent tout à la France, il faut le dire ainsi. Mais, lorsqu'ils voient la maltraitance de la politique française, qui nous impose Denis Sassou Nguesso, qui nous impose Paul Biya, qui nous impose Ali Bongo, qui nous impose Alpha Condé, c'est ça la réalité, c'est eux qui imposent ces gens-là là-bas. Ça serait aussi simple, si nous voulons des solutions, si vous voulez même que les Africains repartent chez eux, enlevez les dictateurs. On ne veut pas de vos aides. Dégagez vos entreprises et vos armées de l'Afrique. Et vous verrez, beaucoup de gens vont pouvoir rentrer chez eux. Beaucoup de gens vont pouvoir rentrer chez eux. Parce que beaucoup, même à chercher à force de vouloir faire partir de cette société-là, ils n'y arrivent pas. Et ils ne se sentent pas chez eux. Ils se sentent toujours étrangers. Voilà. C'est ça donc le message que je voulais faire passer. Je tiens à signaler aussi à tous les Congolais, chers amis. Il y a notre frère Harold Gambia, combattant du Congo-Brazzaville. Donc le mardi là, après-demain là, hein, on est convoqué au tribunal pour la cause, pour le combat pour lequel nous nous battons. Parce que nous sommes mis devant cette politique nauséabonde de la France-Afrique. Nous avons à payer des avocats. C'est pourquoi parfois si nous sommes découragés et déçus et affaiblis, parce que nous ne voyons pas notre peuple nous suivre, là on a un problème. Lorsqu'on a un problème, des participations même c'est 5 euros, 10 euros, pour qu'on y arrive. On ne voit rien. Je dis bien on ne voit rien. On ne voit rien. Hérode va être combat. Nous, le 14 décembre, pour aussi le combat que nous faisons, les plaintes qu'on nous porte. Nous sommes convoqués devant le tribunal, là, sur ce que je fais, sur le combat que je fais, pour le combat que je fais. Le 14 décembre, moi, Ifaï Monama, on est convoqués. Et je vous dis jusqu'aujourd'hui, alors que je vous parle là, on a 0 francs dans la caisse pour payer nos avocats. Mais en face, ils ont payé, ils ont tous les moyens, ils ont payé 4 avocats. Je vous donnerai le nom complet, P. Kamer. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, le problème de l'Afrique, aujourd'hui, c'est que qu'on nous fasse partir Biya. Paul Biya doit partir. Tous ces grabataires, tous ces personnes qui se sont plantées là, c'est cela. Faut pas qu'on cherche le problème ailleurs. Mais on est conditionné aujourd'hui par les intérêts des Occidentaux. Sassou est là et il garantit les intérêts de la France. C'est un dictateur qui tue. C'est lui qui a tué les gens de UTA, des Français. Le Boeing UTA de 1989, si je ne me trompe. Qui est tombé au désert de Leckerbi, en Libye. Mais c'est un coup fait avec Sassou Nguesso. Mais on le protège au nom des intérêts. La France de Jacques Chirac. Et ça, vous allez suivre ça sur un documentaire d'un journaliste qui était en train de le dire. Ils ont fait tuer des Français en Côte d'Ivoire. Donc, on a fait ça sciemment. Si on comprend dans d'autres mots, c'était sciemment orchestré que le MiG là bombarde là où était censé, ne devait pas être des Français. On a bombardé pour attiser la colère. Donc, vous allez comprendre même dans cette intervention, il manipule les médias, il manipule la communication pour préparer le peuple, l'opinion publique à inciter à une guerre. Je vous prends un exemple. Vous allez remarquer par exemple, lorsqu'il s'agit de faire une guerre en Syrie, on va remarquer qu'il y a plusieurs attentats maintenant en France. Ah ouais, moi c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Si vous ne remarquez pas, désolé, je ne suis pas avec vous, mais c'est ce que j'ai remarqué. Lorsque vous allez entendre que il faut attaquer la Syrie, il faut détruire les terroristes qui sont... C'est ça. Vous allez voir qu'il y a des terroristes, ça a explosé. Et curieusement, ces gens-là ont toujours leur carte d'identité. Ils ont leur carte d'identité lorsqu'on les attrape. Entre guillemets, hein. Entre guillemets, moi je me pose juste des interrogations et des questions. Ils ont souvent, moi je pars faire un coup, j'emmène ma carte d'identité, j'emmène tous mes papiers avec moi et tout l'autre là. Curieux quand même, hein. Curieux quand même. Donc, entre-temps, lorsque l'opinion publique va voir ces choses-là,
Elle est préparée pour dire oui, les terroristes, on doit les terminer là-bas, en Libye, en Syrie, en Irak et tout l'autre là, en Afrique. C'est ce que je trouve quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que certaines personnes, un groupe de personnes organisent pour préparer l'opinion publique afin qu'il y ait un va-t-en-guerre? Il faut qu'on se pose beaucoup de questions. C'est pourquoi je dis, ce qui est aujourd'hui nos petites télés, ces médias-là, nous pouvons aussi donner des contre-messages par ces médias mensongers. Hein? Voilà. Donc, avant de terminer, vous allez voir par exemple en Afrique, moi ce que je sais, mon continent à moi, nous ne sommes pas violents. On ne connaît pas ce que c'est. On ne connaît pas ce que c'est les attentats. On ne connaît pas le terrorisme. Moi je refuse qu'il y ait des terroristes en Afrique. Mais il y a de la frustration de cette politique de la France envers l'Afrique. Aujourd'hui on commence à voir au Burkina Faso des gens qui sont venus tirer au Mali. Ces choses-là, ça n'existait pas. Ces choses-là, ça n'existait pas en Afrique. Et moi, je vous le dis, en tant que Congolais que je suis, parce que je parle du Congo, parce que c'est ce point-là que je maîtrise. On est prêt aujourd'hui, moi avec la frustration, si on donne les Congolais des armes, ils vont commettre des actes. Donc ça veut dire que cette frustration est créée par cette politique qui commence de l'Élysée et qui va jusqu'en Afrique, qui crée que de la frustration et qui crée encore de la frustration des enfants qui sont nés ici, grandissent ici, font des études ici, mais lorsqu'ils savent, parce que moi par exemple, tout le temps dans ma maison, je parle, je fais des vidéos, je vous jure, hein, mon enfant de 10 ans, il sait ce que papa dit, hein. Il sait que papa est contre Sassou, alors qu'il dit, mais papa, comment on va faire pour tuer Sassou? Il a 10 ans, mais papa, comment on va faire pour terminer avec ça? Je te sens toujours, tu es en colère. Mais comment je peux faire pour t'aider quand mon fils me le dit? Vous voyez? Ils sont en train de grandir avec cet esprit. Et moi je veux le faire grandir dans cet esprit-là. Vous voyez? Cher Père Kamer, il faut envisager le changement à n'importe quel prix. Je préfère te le dire. Parce que le prix que nous payons, comme j'ai dit tout à l'heure là, de la peur, devient encore plus immense que le prix que nous aurons payé du courage. L'Afrique, là où nous sommes là, on est en arrière. Parce qu'on ne peut pas comprendre des gens égoïstes, gourmands, à ce point. Je dis bien à ce point. Attendez, j'arrive. Nous-mêmes, pour se soigner, regardez les conditions. Ça, hein? C'est un petit kiosque en bois, en contreplaqué. Un petit kiosque. Hein? On nous dit là, ministère de la Santé, service de vaccination. Il a Kandji. Je pense à un village du Cameroun ou de la Centrafrique. Regardez. Non. Et pour que ils maintiennent ce train de vie. Hein? Là, ce monsieur-là, élu du peuple congolais, il était venu en France, il avait discuté avec eux, le général Jean-Marie Michel Mokoko, et François Hollande a préféré Sassou Nguesso, le maintenir. Nous savons que Laurent Gbagbo n'a pas accepté le dictat de la France et battu pour son peuple. Aujourd'hui, il est en prison, à la CPI, déporté. Il est même pas en prison dans son pays. Et Nicolas Sarkozy, qui a fait des erreurs, qui est même en examen, mis pour ça, il est dehors. Hein? Donc, chers amis, comme a dit Nader, il n'y a pas de liberté ni d'affranchissement sans effusion de sang. C'est la Révolution française, le rôle de la violence dans l'histoire. Voilà, l'exemple, c'est la Révolution française. Ils se sont libérés grâce au courage qu'ils ont eu et à l'effusion du sang qu'il y a eu. Voilà. Et des gens que nous sommes venus libérer ici du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, nos pères ont payé de leur sang ici, qui ont cru à cette libérer, il fallait libérer la mère patrie qui est la France. Aujourd'hui, ne veulent pas nous libérer et veulent nous garder
toujours prisonniers et esclaves modernes d'une manière pour pouvoir que la mère patrie dit soit grande, mais cette mère patrie que nous reconnaît des étrangers éternels ou des Français au moment où elle veut. Voilà, si on accomplit un acte de fierté, le Français intel, comme Mamoudou qu'on vient de prendre là encore, parce qu'il a un talent africain, il a grimpé un immeuble, et voilà, et nos frères, nos familles, nos parents, parce qu'ils n'ont rien dans la tête ou n'ont pas de talent, eux doivent mourir et rester en Afrique. Non, désolé. Moi, je suis pas d'accord avec cette logique-là. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Vous leur faites mal, vous me faites mal. Tant que vous ferez du mal à ces gens-là, vous me ferez du mal à moi. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a pas de fraternité en France. Il n'y a pas d'égalité. Voilà. Tant que vous leur faites du mal, vous me faites du mal. Vous me faites du mal, vous m'aimez pas, vous nous aimez pas, vous me méprisez. Voilà. C'est aussi simple que ça, chers amis. Voilà. Donc, moi, je vais terminer ma vidéo par là. Merci à vous tous qui avez suivi. Je dis bien, vous tous qui avez suivi, vous avez le devoir de partager la vidéo. Parce que je ne sers pas qu'on vient ici et on met des commentaires excellents, bien, beaux. Et à la fin, on partage pas, ça devient des commentaires bidons donc. Et on ne sait pas pourquoi on est là. Comme dit un frère là qui est là, Rico, qui dit on n'est pas là pour rigoler, on est là pour du sérieux. Ou partagez des vidéos ou vous vous cassez. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, je remercie, j'ai remarqué, il y avait beaucoup de vidéos. Pourquoi être pour Gbagbo et refuser la liberté au Cameroun? Mais il y a la liberté, je suis panafricaniste et vous suis tout le temps. Pourquoi? Mais je suis pour Gbagbo et je refuse pas la liberté au Cameroun. Peut-être qu'on ne se comprend pas, hein, cher ami. Voilà. Donc, la liberté doit y avoir au Cameroun. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, on a un dénominateur commun. Je parle en tant qu'Africain, je ne parle pas en tant que Congolais. Je parle en tant qu'Africain. Donc, c'est pourquoi je dis j'ai le droit de parler pour le Cameroun. Je parle en tant qu'Africain. Je dis que Biya n'est pas bien pour le Cameroun. Désolé. Parce qu'il a eu tout son temps, 36 ans. Il doit partir. À tous les prix, il doit partir. À tous les prix, il doit partir. Il y a, que ça soit un ou au Wando, je sais pas, les ethnies qui sont là ou ceux qui sont là, que ce soit l'autre, mais peu importe, il y a 25 millions de Camerounais. Donc, il y a toujours un qui peut le remplacer. Voilà. Et moi, je reste convaincu, c'est à cause de ces gens-là qui sont stagnés, qui se sont piqués là comme des poteaux, qu'on n'avance pas. Il n'y a pas la concurrence, il n'y a pas le changement. Il n'y a pas la crainte de... Oui, Kamto et le Ouattara du Cameroun, renseignez-vous. Kamto et le Ouattara du Cameroun. Bon, déjà, comme j'ai dit que je ne suis pas camerounais, j'en sais pas trop, mais une chose est sûre, Biya doit partir. Voilà. Biya doit partir. En tout cas, pour ça, au moins, personne ne va me convaincre. Biya, il doit partir. Peu importe, même si ça sera Touapé Cameroun qui va être là, moi, je m'en fous, mais Biya, il doit avoir l'alternance. Voilà. Moi, je suis pas là, je veux pas rentrer dans les détails, pas Kamto, pas Cabra, Libye, pas l'autre là. Moi, je veux pas rentrer dans vos histoires là. Mais je dis, le problème de l'Afrique, c'est ces gens-là qui se sont plantés là. Voilà. Merci. Allez, on est ensemble. Tout le temps que j'aurai une inspiration, des idées, je pourrai les exposer à nous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je compte sur vous. La fois dernière, j'ai vu 51 partages. C'est là où j'ai compris, donc, moi-même, j'avais rien partagé. C'est là où j'ai compris que les Congolais commencent à se réveiller. Les Africains commencent à partager les vidéos. Ce sont nos petites télés. Toute personne, je dis bien, je ne choisis pas toute personne qui va parler de l'éveil de l'Afrique. Qui va parler que l'Africain, on doit se libérer. Qui va parler d'un monde juste et d'égalité. S'il vous plaît, partagez. Je vous mets à l'épreuve moi-même. Regardez comment je partage les vidéos de Farida Bemba Nabourema. Comment je partage les vidéos de Johnny Pacheco. Comment je partage les vidéos de Clarisse, je pense, sous le baobab de Londres. Comment je partage les vidéos de Aïcha Kamoise, je pense, Aïcha. Dès qu'elle parle, on est fatigué, on veut le changement. De Lolo Beauté. Je partage dans 50 groupes. Je dis bien 50 à 60 groupes à la limite. Ça me prend moins de 5 minutes, moins de 3 minutes. Je partage. Dès qu'une personne parle juste, la foule de... parce que je contribue, je participe à l'éveil d'un peuple. Je participe à un changement. Ça devient nos petites télés.
Je veux qu'une personne qui ne connaît pas qu'il y a des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Africains qui ont pris le courage à visage découvert de braver, de défier la dictature, s'il vous plaît, ils méritent que leur message soit écouté de tous les Africains. Voilà. Et je demande à tous mes frères qui ont beaucoup d'audience, beaucoup 100 000 fois d'audience que Donald, plus que Donald. Soyons dans le concret, ne restons pas dans le virtuel, ne nous contentons pas des commentaires, des éloges, de la célébrité que nous avons. Venez dans les marches. Asseyez-vous avec les autres, discutez de ce qu'on va faire dans l'avenir. Donnez de votre argent, même si c'est 5 euros, 2 euros, pour la lutte. C'est ça le concret. Il faut qu'on avance. Et qu'on se contente des commentaires. Ah, tu parles bien. Ah, tu es la plus belle. Ah, tu es le plus beau. Ah, tu es le leader. Ah, et on alimente notre ego. On alimente notre ego. Et on est content de notre ego qui est boosté. Et c'est bon. Non. Là, on force le combat. On ne fait plus le combat de l'Afrique. Restons-nous, chers amis, chères sœurs, chers frères. Merci encore. Bonne soirée à tous. On est ensemble.